Nous devrions être dans la marginalité, dans quelque chose de marginal, de quelque chose qui est extraordinaire. Et nous sommes aujourd'hui devant un comportement sociologique massif. Donc évidemment, vous allez multiplier les risques de bavure. Maurice Signolet, bonjour. Bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Bien, je m'appelle Maurice Signolet, j'ai 70 ans. Je suis un commissaire divisionnaire honoraire, c'est-à-dire que j'ai passé 40 ans dans l'institution policière, 20 ans comme inspecteur et 20 ans comme commissaire. Ma carrière a été très éclectique, hein. J'ai été longtemps en police judiciaire, puis après en sécurité publique, ce qui fait que je peux me vanter d'avoir une connaissance très approfondie du panel complet des missions de police qui vont de l'investigation de la brigade criminelle au maintien de l'ordre en Seine-Saint-Denis. Et vous êtes président du collectif La France aime sa police. Oui, voilà, nous venons de créer tout récemment, enfin il y a quelques semaines, un collectif, La France aime sa police. Et quel est le but de ce collectif ? Si vous voulez, on se rend compte que il y a une rhétorique à l'égard des forces de l'ordre qui se développe dans les médias qui est absolument inique, tonitruante, vociférante, qui ne parle pas en réalité avec pertinence des vraies missions de police, de ce qu'est vraiment la police. Et on a décidé un peu de sortir de nos sarcophages de retraités pour expliquer ce qu'il en était exactement. Moi, je me réfère souvent à Platon. Platon, je crois, dans son ouvrage Le Ménon, faisait dire à Socrate, apprendre, c'est se ressouvenir de ce qu'on a oublié. Donc, on a créé ce collectif pour rappeler aux gens ce qu'ils avaient oublié. Ce pourquoi la police existe, comment elle est composée et pourquoi nous en sommes arrivés à cette situation un petit peu dramatique. Alors, quelle est-elle, cette situation, précisément ? Eh bien, en me présentant tout à l'heure, je vous disais que j'avais 40 ans de police. Lorsque je suis rentré dans la police, c'était par romantisme. C'était au milieu des années 70. La situation était apaisée. La normalité était de règle. Les débordements étaient exceptionnels. Ce qui fait que notre quotidien à nous était un peu l'extraordinaire des autres. Ce qui fait que eh bien, on vivait un peu en vase clos entre truands et policiers. On avait nos codes, on avait nos règles, on avait même notre langage. Et quelque part, la marginalité était tellement marginale que ça en faisait une démarche quasi romantique. Aussi bien dans le monde de la truanderie que dans le monde policier. Aujourd'hui, il faut connaître la généalogie des choses et expliquer pourquoi depuis 40 ans, il y a eu un tel glissement. Alors, il y a toutes sortes d'explications. Il y a des explications philosophiques, sociétales, gouvernementales, politiques, etc. Un camailleux, en fin de compte, de convergence de pensée qui a fait que nous en sommes arrivés à cette situation-là. Donc, on a maintenant un devoir d'éclairage pour mieux prévoir l'avenir. Il est quand même un peu dommage que ça soit des gens de ma génération qui viennent pour dire il serait grand temps aujourd'hui de considérer le lointain, et au lieu d'être dans l'approximation du quotidien, l'approximation de l'événementiel, prendre du recul. Et en l'occurrence, au travers du débat sur la police, ça doit essaimer vers un débat beaucoup plus large, qui soit quasi philosophique, quasi politique, puisque la police, en fin de compte, n'est qu'un curseur d'appréciation d'une situation donnée. Je crois que c'est Camus dans Les Justes qui disait le policier est au centre des choses. Oui, nous sommes au centre des choses, puisque on voit l'évolution de la société, on est un peu les ramasseurs de péchés de Borésian et on sait exactement où se situe la lie, où se situe la marge. Et aussi curieux que ça puisse paraître, on est sans arrêt critiqué, on est sans arrêt disséqué, observé, etc., alors qu'on ferait mieux parfois de nous écouter. Et je pense que ça éclairerait beaucoup plus le débat. Alors, on va revenir sur un fait d'actualité récente, c'est l'affaire Naël, qui a suscité la polémique, qui a même déclenché des émeutes en banlieue.
Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Est-ce que le policier a bien agi ou mal agi, selon vous? Vous voyez, prendre cet exemple-là, ça va résumer en fin de compte, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, ça peut permettre un débat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quasi philosophique. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un policier dont l'unique mission, c'est justement d'intervenir pour rappeler qu'il existe des interdits, pour rappeler qu'il y a des choses qui ne se font pas. Et de l'autre côté, vous avez un jeune qui, lui, dépasse, de par son comportement, les interdits. La confrontation des deux, en fin de compte, fait qu'on tourne au drame. Et ce qu'il y a de très curieux, c'est que au lieu de s'interroger sur la dérive, une dérive un peu sociopathe de quelqu'un, on va s'interroger sur l'intervention de celui qui vient dire attention, tu es en train de dépasser les limites. Vous voyez, il faut donc on s'est arrêté sur l'événement sans à aucun moment chercher à savoir mais d'où ça pouvait provenir, quoi. Ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'au lieu de s'interroger sur la maladie, on va s'interroger sur le praticien. C'est-à-dire que c'est un peu comme si, lorsque vous recevez une analyse de sang, y a plein de trucs qui en gras, vous vous précipitiez au laboratoire pour casser la figure au laboratoire en disant qu'est-ce que c'est que cette analyse de sang. Non, justement, le policier, il est là pour mettre en garde, pour dire il y a des dérives. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 40 ans, la démarche était romantique. Aujourd'hui, elle est sociologique. On a géré une submersion de comportements sociopathes auxquels on n'arrive pas à répondre. Et le policier doit venir pour dire, pour alerter le politique qui, bien souvent, justement, ne voit pas le lointain, pour dire il y a une véritable dérive qui doit être corrigée, non pas par une intervention policière dans le spectaculaire, mais bien en amont, pour savoir pourquoi ces événements-là arrivent. Donc, qu'aurait dû faire le policier, là? Sincèrement, il a fait que son métier. Il faut savoir que je crois qu'il a tenté de l'interpeller à 2 reprises auparavant. Hein. Ça s'est mal passé. Très certainement qu'il a dû armer son arme automatique. Vous savez, par exemple, auparavant, on était doté de revolvers. Un revolver, aussi curieux que ça puisse paraître, c'est beaucoup plus fiable qu'un pistolet automatique, parce qu'un pistolet automatique, lorsque vous avez armé la culasse, ça peut partir à tout moment. À la différence d'un revolver où il faut vraiment appuyer sur la queue de détente, comme on dit. Donc, c'est un enchaînement qui a fait que on est arrivé à ce drame. Moi, ce que je veux pas me contenter ou me limiter à l'action. Moi, ce que je veux, avec le recul, c'est analyser pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Avoir un débat, en fin de compte, beaucoup plus important. Se demander pourquoi, lorsque moi je suis rentré dans la police, il y avait 500 000 crimes et délits, dont 200 000 chèques sans prévision qui ne sont plus aujourd'hui poursuivis, à 5 millions de crimes et délits aujourd'hui. C'est ça la vraie question. C'est pas de s'interroger sur la manière dont intervient le policier, mais s'interroger sur le pourquoi on a une telle dérive, une telle submersion délinquante. Et alors, vous avez la réponse? Alors la réponse, elle est avant tout politique. Si justement on ne prend pas le recul suffisant. Vous savez, je crois que c'est Walter Benjamin, un philosophe allemand qui a préféré se suicider plutôt que d'être livré aux nazis, qui disait chaque époque rêve la suivante. Il faut accompagner ce rêve pour qu'il ne se transforme pas en cauchemar. C'est exactement ce qui est en train de se passer chez nous. Il y a une dérive sociétale qu'on ne contrôle plus, qu'on n'arrive plus du tout à contrôler et qui, sur le moyen et le long terme, va se révéler une véritable catastrophe. Donc, l'interrogation, comme je vous ai dit tout à l'heure, le policier, c'est un curseur d'appréciation. Il est là pour dire, voilà, il y a l'analyse de sang est pas bonne, il y a beaucoup de choses qui sont en noir, faut pas trop me demander comment je vais pouvoir le résoudre, puisque j'en suis incapable. Par contre, maintenant, à vous d'en faire un diagnostic. Et c'est pour ça qu'on a créé cette association pour, au lieu d'être dans la tonitruance, au lieu d'être dans l'événementiel, prendre le temps de réfléchir, d'arrêter de monter les gens les uns contre les autres, simplement prendre du recul et se dire où va-t-on aller, quoi? Où va-t-on aller?
Mais d'un autre côté, qu'est-ce que vous pensez, vous, des discours politiques notamment, expliquant qu'il y a des bavures dans la police, parfois, qui se produisent? Oui, mais plus vous avez on s'interroge. J'ai vu qu'un député de la NUPES avait fait un parallèle entre le nombre de personnes tuées lors de refus d'obtempérer en France. Je crois qu'il y avait plusieurs dizaines, d'après ce que j'ai compris, en un an, et un en Allemagne. Donc, il a retenu ce chiffre des personnes tuées lors d'un refus d'obtempérer. Mais il n'a pas du tout parlé du nombre de refus d'obtempérer, qui est beaucoup moindre en Allemagne qu'en France. Si vous voulez, c'est la masse de la délinquance qui fait que vous allez multiplier les risques de bavure. Je vous dis, il faut s'interroger sur la fonction même du policier. J'ai écrit un livre où j'ai bien du mal à trouver un éditeur d'ailleurs, qui s'appelle « La police ne peut plus rien pour vous ». La police ne peut plus rien pour vous parce qu'elle est submergée par le fait. Nous devrions être dans la marginalité, dans quelque chose de marginal, de quelque chose qui est extraordinaire, et nous sommes aujourd'hui devant un comportement sociologique massif. Donc évidemment, vous allez multiplier les risques de bavure. Je trouve que intellectuellement, c'est d'une rare perversité, c'est d'une rare malhonnêteté que d'accabler le policier et non pas s'interroger sur le pourquoi de la situation. C'est ça qui, quelque part, me désole. C'est ce qui fait que un retraité comme moi, on sort de notre réserve pour dire, attendez, prenez simplement un peu de recul, quoi. Arrêtez cette tonitruance, ces vociférations qui ne servent à rien, qui ne font absolument pas avancer les choses. Interrogez-vous. Et en même temps, les politiques, eux, on a l'impression que ils s'en lavent un peu les mains, ils soutiennent pas vraiment les policiers quand il y a des affaires comme ça. Mais parce qu'ils s'en lavent les mains, parce que si vraiment on posait les véritables questions, on dirait mais quelle est votre responsabilité? Si vous voulez faire la généalogie des choses, prenons la généalogie des choses. Pourquoi est-ce que l'on en est arrivé à cette situation-là? Il faut remonter à très loin. Vous savez, je crois que c'est Freud, lorsqu'il arrive dans le port de New York au tout début du XXe siècle, il a accompagné de Jung, je crois, son disciple. Ils arrivent dans le port de New York, il va donner sa première conférence à New York. Et Jung lui dit, Monsieur Freud, c'est formidable, vous apportez la bonne parole au peuple américain, c'est extraordinaire. Et Freud lui répond, non, il se rend pas compte que je leur apporte la peste. Ça a l'air de rien, mais petit à petit, si vous mettez en corrélation des pensées philosophiques existentialistes de l'époque, prônées par André Breton, puis par Kierkegaard, puis par Jean-Paul Sartre, tout ce courant existentialiste qui a fait l'apologie de l'individualisme, qui a fait l'apologie des particularismes, des atypismes, des étrangetés, des bizarreries, au nom d'une liberté totale de l'individu, qui est dénuée de toute morale, de toute religion, etc., que c'est prôné par l'existentialisme. Ça a même donné plus tard le surréalisme dans l'art. Des fois, on regarde des choses, on nous dit que c'est de l'art. Oui, on est un peu surpris. Mais si vous voulez, cette pensée philosophique s'est déversé dans le monde médiatique, dans le monde politique, dans le monde philosophique. Il y a eu, en fin de compte, une corrélation entre tout ça. Et puis, petit à petit, on en est arrivé à une situation où le groupe n'existe plus. Vous voyez, c'est en fin de compte les individualités qui doivent s'exprimer, y compris dans la délinquance. Et ça a l'air de rien, mais ça a donné une impulsion aux politiques. Souvenons-nous du débat sur l'abolition de la peine de mort par Badinter. Il est hors de question pour moi de remettre en cause la peine de mort, mais souvenons-nous de la rhétorique employée par le ministre de la Justice de l'époque, cette emphase oratoire dramaturgique, etc., qui a fait que, en fin de compte, il n'est pas arrivé à la fin de la peine de mort, mais à la fin de la peine, à la mort de la peine. Par glissement, petit à petit, on en est arrivé à considérer l'expiation de la faute comme une aberration. Donc, on a fini par considérer l'acte délinquant non pas comme un acte délinquant, comme un acte sociopathe, mais comme la révélation d'un symptôme.
c'est-à-dire de l'aboutissement d'un parcours personnel, sociologique. Je raconte souvent cette anecdote d'un psychiatre qui est à sa fenêtre, il entend hurler dans la rue, il se précipite dehors et puis il trouve par terre une femme ensanglantée qui vient d'être agressée. Il se penche vers la victime, il regarde et puis il dit « Celui qui a fait ça a vraiment besoin d'aide ». Vous voyez, c'est-à-dire que vous voyez qu'il faut aller chercher très loin ce glissement philosophique qui a fait que on a excusé les dérives comportementales. Ça a impulsé une dérive judiciaire qui a fait qu'on n'a plus considéré l'acte délinquant. On a oublié la désespérance de la victime. On a oublié le fait qu'il y avait des sociopathes, des prédateurs à mettre hors d'état de nuire pour ne considérer le délinquant que par son symptôme et donc abandonner la sanction. Moi, j'aime bien faire de la philosophie. Je crois que c'est Joseph de Maistre, un philosophe du XVIIIe siècle, qui s'insurgeait contre la terreur, justement. Et il disait, le glaive de la justice n'a pas de fourreau. Toujours, il doit menacer ou frapper. Si vous voulez, on a tellement glissé qu'on en est arrivé à une prise en compte de la délinquance comme un comportement atypique, un peu bizarre, un peu étrange, mais pas comme un comportement sociopathe. Dès lors, la délinquance a explosé, a essaimé. On se retrouve avec des taux de récidive absolument effarants. C'est-à-dire, on s'aperçoit que des gens vont en prison qu'au bout de la 10e, 15e, 20e affaire. Et puis, à la fin de tout ça, au bout du compte, derrière tout ça, un policier, un pauvre gardien de la paix qui ne fait que son travail, on va l'accabler parce qu'à un moment donné, il est venu pour dire « halte là, c'est mon métier, je suis désolé, ce que vous faites n'est pas normal ». Quelque part, j'ai presque envie de vous dire, il faut supprimer la police. Si vraiment on doit aller à fond dans cette philosophie-là, sinon c'est pas la peine de continuer. On aura de plus en plus de situations comme l'affaire Naël. Et si justement on ne repense plus la société. Je prends souvent cet exemple du grain de sable de la plage. L'individu n'existe que par sa consubstantialité avec les autres. Sinon, vous n'existez pas. Prenez une plage, un grain de sable, ça sert à rien. Par contre, un amoncellement de grains de sable vous permet de marcher sur la plage. C'est ça la consubstantialité. Si on en oublie la consubstantialité inhérente à la condition humaine, pour ne considérer que des individualismes, on ne s'en sortira pas. Si on ne reconsidère plus que le lieu fait lien et qu'on doit avoir sur ce lieu un lien qui soit convenu, selon des convenances reconnues par tout le monde, on ne s'en sortira pas. Si vous voulez, d'un débat qui se voudrait policier, on en arrive à un débat hautement philosophique et qui devrait inciter nos politiques à prévoir le lointain. Aujourd'hui, on prévoit l'immédiateté, on voit bien dans la réforme au niveau de la délinquance, on vous crée une CRS 8 pour soi-disant répondre au trafic de stupéfiants dans les cités, on vous dit hier qu'on va créer 200 brigades de gendarmerie alors qu'on en a supprimé 500, on ne s'inscrit pas du tout dans le lointain. Simplement, il faudrait que nos politiques réapprennent à redevenir de grands philosophes, des gens qui prévoient le lointain et non pas l'immédiateté, sinon nous ne nous en sortirons pas. Tout ce que vous dites pose également la question de la justice et de son rôle dans la situation que nous vivons en tant que Français. Oui. Vous, quel est votre regard sur la justice ? Je trouve que, toujours pareil, c'est toujours des éruptations. On raisonne, on raisonne par éruptation et très souvent on accable la justice. Mais la justice, comme disait Montesquieu, n'est que la bouche de la loi. La justice n'est pas un pouvoir, la justice est une autorité. Montesquieu avait prévu, le père de la démocratie moderne, avait prévu ce triptyque du pouvoir législatif, exécutif et de l'autorité judiciaire. C'est une autorité qui ne fait que prononcer la loi. Ils ont une marge d'appréciation quand même. Ils ont une marge d'appréciation, une liberté d'appréciation, une indépendance. Il était tout à fait normal qu'ils aient une indépendance. Mais ils appliquent la loi. Donc la loi est du domaine du législateur.
domaine du politique. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur ce glissement philosophique qu'il y a eu, a transpiré dans l'ordonnancement des lois, a transpiré dans la façon justement d'ordonnancer la machine judiciaire, avec la création du juge d'application des peines, la création du juge des libertés de détention, et puis je voudrais pas être pervers, mais le politique a une très grande part de responsabilité, beaucoup plus pragmatique qu'on ne se l'imagine. Vous savez, la justice, dans les années 80, a commis une énorme faute. Elle a commencé à s'intéresser aux politiques. Elle a commencé à s'intéresser au détournement d'argent qu'il y avait dans les partis. Elle a commencé à s'intéresser à la délinquance en col blanc. Elle a commencé à s'intéresser à toutes sortes de malversations qu'il pouvait y avoir dans le monde économique, alors qu'auparavant, le monde économique, politique était totalement préservé. On voulait bien arrêter un voleur de voiture, mais surtout pas quelqu'un qui commettait un délit économique. Et donc, le politique, en parfaite collusion avec le monde économique, s'est dit, oula, c'est pas bon ça, hein. Il va nous arriver des bricoles. Il n'est pas question que, je sais pas moi, un président de région, un député, voire un ministre, voire un président de la République se retrouve en garde à vue et qu'on lui dise, il faut vider tes poches et retirer tes lacets. C'était absolument inconcevable. Donc on a modulé la loi, petit à petit, vous voyez, pour en fin de compte, non pas éclairer la justice, mais l'égarer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a multiplié les risques de vices de procédure, on a abandonné la procédure inquisitoriale pour aller vers le contradictoire. Je vous le répète, non pas pour éclairer la justice, mais pour l'égarer, pour démultiplier tous les vices de procédure possibles. Ça a bénéficié à la classe politique, c'est évident. Regardez tous les faits. Actuellement, là, les hommes politiques qui sont poursuivis, ça va en appel, en cassation, à la Cour européenne des droits de l'homme. Ils ont une multitude d'avocats derrière eux pour justement les aider. Le problème, c'est que par ruissellement, ça a bénéficié à la délinquance. Ces aménagements procéduraux. Si vous voulez, on a fait en sorte d'aménager le code de procédure pénale pour être dans l'incapacité d'appliquer le code pénal. On va par exemple dire un cambriolage est punissable de 3 ans de prison, mais oui, mais attendez, on peut moduler, on peut faire en sorte de mettre un bracelet électronique, etc. On module tout. Mais donc quelque part, si vous voulez, cette conjugaison d'un courant philosophique, d'un opportunisme politique, nous a amené les gens ordinaires, les gens honnêtes, à subir une avalanche de délinquance. Qu'aujourd'hui, ça devient totalement intolérable. Donc, si vous voulez, moi, je mets en accusation, je ne veux pas dire comme Zola, j'accuse, mais je regarde le passé, je regarde la généalogie des choses, et je veux dire aux gens, si nous sommes au bord du gouffre, et que bientôt ce gouffre va nous envahir, nous anéantir, voilà d'où ça vient. Il faut savoir exactement d'où ça vient. Si on ne connaît pas la généalogie des choses, on ne s'en sortira pas. Monsieur Signolet, quel est le quotidien d'un policier de terrain aujourd'hui en France ? Alors, il est désespérant, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer pour vous aujourd'hui. Alors, comme on est tout le temps dans l'événementiel spectaculaire, je vois, vous savez, moi je ne regarde aucun film policier. Ça me gonfle à un point. Alors, quand je vois Capitaine Marlowe, c'est à désespérer. Je me mets à la place de mes pauvres collègues gendarmes. Ça doit être absolument désespérant. On en regarde. Alors en plus, c'est plein de stéréotypes. Les commissaires sont toutes des femmes. Enfin, alors que dans la police, en réalité, c'est 10% de la population. Mais vous voyez, à chaque fois, on essaye d'aller devant un peu l'exceptionnel, etc. On vous parle du RAID, de la BRI, etc. Non. Il faut parler du quotidien du gardien de la paix en brigade de roulement, qui est dans un car police secours et qui intervient en une journée 20-30 fois. Hein, et qui se retrouve à chaque fois confronté à des difficultés aussi importantes que celles du RAID. Seulement, lui, il faut qu'il trouve une solution en un quart de seconde à une situation tout aussi dramatique. Vous savez, l'une des missions les plus périlleuses des gardiens de la paix, c'est quand ils sont appelés à 2 heures du matin pour des violences conjugales, qu'il y a un enfant qui hurle, que ça hurle dans tous les sens, que le gars il est chez lui bourré avec un couteau. Eh ben, il y a 2 gardiens de la paix qui se présentent, et en l'espace de quelques secondes, il faut qu'ils trouvent la bonne solution. Le problème, c'est qu'aujourd'hui,
un certain nombre de politiques, quand vous entendez la police tue, urgence, la police assassine, mais enfin c'est dramatique, quoi. Est-ce que vous pensez que parmi les 5 millions d'interventions recensées, hein, il y en a bien d'autres, il y a celles qui ne font pas l'objet de procédures qui ne sont pas recensées, vous croyez que parmi les 5 millions d'interventions, le policier, vous croyez que le policier, chaque matin quand il se lève, il se demande qui je vais assassiner aujourd'hui? Ça devient absolument... Cette rhétorique-là outrancière, faite de vocifération, n'a aucun sens. C'est d'une malhonnêteté intellectuelle rare, enfin... Oui et non, hein, parce qu'on a très bien compris où ils voulaient en venir. Ce qu'ils veulent, c'est la révolution, c'est des Robespierriens. Hein. Ils veulent à tout prix que la terreur revienne, qu'il y ait des tribunaux populaires, et donc ils ont bien compris que le dernier rempart c'était la police et qu'il fallait dégager la police. Donc pour vous dire à quel point le quotidien d'un policier aujourd'hui, il est obligé, ses enfants sont obligés de taire le métier de leur père à l'école. Ah oui. Il est obligé de déménager. Enfin, c'est absolument... alors que je vous ai dit tout au début, on n'est que le ramasseur de péchés de Borézian dans l'arrache-cœur. C'est ça notre boulot. C'est tout ce qu'on demande. Alors, la critique de ceux qui contestent la police aujourd'hui est quand même un peu plus précise. Ils expliquent qu'il y a un racisme systémique au sein de la police. Et qu'en réalité, les banlieusards, les gens qui vivent dans les quartiers populaires, issus de l'immigration souvent, eh bien, sont la cible, par exemple, des contrôles. Donc, ce sont les contrôles aux faciès, qui sont la cible des tirs de LBD, qui sont, en gros, victimes d'un racisme des policiers. Alors, ça aussi, soyons objectifs, ça aussi, ça ressort d'une malhonnêteté intellectuelle rare, quoi. Le policier, je sais pas, moi... Vous-même, vous rentrez le soir tardivement chez vous. Vous voyez un autocar arriver avec un club du 3e âge qui descend et que vous croisez. Est-ce que vous vous sentez en insécurité? Non. Bon. Est-ce que dans le même temps, le car est parti, vous continuez votre chemin et vous croisez 3 loupards encapuchonnés, etc., qui ont une allure un peu agressive? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Je me sens en insécurité, oui. Voilà, c'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Il est évident que les policiers ne contrôlent pas l'identité du club du 3e âge qui revient d'une visite à Lourdes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le policier, il est là pour intervenir là où il y a des actes de délinquance, là où il y a du trafic de stupéfiants, là où il y a des gens qui ne respectent pas les règles, etc. C'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas de racisme systémique. C'est simplement l'accomplissement d'une mission qui fait qu'à un moment ou à un autre, la population... Alors, il n'est pas question de dire que la population immigrée est par essence génétiquement délinquante. Là aussi, interrogeons-nous. Pourquoi? Est-ce que la société qu'on a créée... Souvenons-nous de Romain Gary qui disait je n'ai pas une goutte de sang français et la France coule dans mes veines. Est-ce qu'aujourd'hui, on est... à cause de tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, cette dérive sociétale que l'on a connue, est-ce que l'on est tellement désirable? Est-ce que la société française aujourd'hui est aussi enviable? Est-ce que l'on peut reprocher aux populations immigrées de rester dans leur communauté? Parce que est-ce que vraiment on est devenu aussi enviable que ça? Est-ce qu'on a vraiment envie d'épouser ce qui faisait la gloire de l'esprit français, sa littérature, sa culture, sa possibilité d'exprimer son art, etc., etc. Est-ce que l'on est encore aussi enviable? C'est tout. Il faut s'interroger sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on a cette délinquance dans la population immigrée? Il n'est pas du tout question de dire que c'est génétiquement parce qu'à l'inverse, j'ai entendu ce type de discours aussi. Hein, à l'extrême droite, on entend ce type de discours. C'est parce qu'ils sont immigrés qui créent la délinquance. Non, c'est parce que justement ce lien qui faisait que je vous ai dit tout à l'heure, le lieu fait lien. Le lieu, c'était un territoire et le lien, c'était un peuple. On a oublié ce lien et ce lieu pour transformer un territoire et un peuple en espace et en population. Ces populations, on les marginalise en communauté, etc. Et à un moment donné, tout ça fait que ça ne s'imbrique plus. Voilà.
Et on va demander à la police d'intervenir là où c'est le plus criant, mais c'est tout, ça s'arrête là. Dire que la police a un racisme systémique, c'est, je vous dis, d'une rare malhonnêteté intellectuelle, c'est ne pas prendre le recul suffisant pour analyser la situation. Vous-même, dans votre carrière, vous n'avez jamais rencontré de policiers racistes, tenir des propos un peu... Alors j'ai entendu des policiers tenir des propos à l'égard de délinquants, oui. Moi-même, vous savez, j'étais à la brigade des stupes, j'ai vu la dérive des stupéfiants. Dans les années 60, moi j'étais pas dans la police, je vous rassure, mais les anciens m'ont raconté, à la brigade des stupéfiants, la brigade des stupéfiants n'existait pas. Il y avait la brigade mondaine, où il y avait un groupe qui s'occupait des stupéfiants. La population stupéfiante, le fichier des consommateurs de stupéfiants dans les années 60, ça tenait dans un carton à chaussures. Ça tenait dans un carton à chaussures. Aujourd'hui, il n'y a pas un endroit en France, dans la plus petite bourgade de l'Aveyron, qui n'est pas touché par ce fléau des produits stupéfiants. Donc vous voyez, pour vous expliquer la dérive auquel on est arrivé, mais moi-même, il m'est arrivé de dire, regarde-moi ce connard. Hein, parce que quand vous interpellez quelqu'un qui vient de commettre un viol, d'agresser une grand-mère, de violer une grand-mère, comme je l'ai connu, ben oui, parfois, ça arrive que verbalement on dise, oui, c'est une belle ordure, oui, c'est clair. Mais parce que spécifiquement il est étranger, non, nullement. Je vous ai dit, l'émotion est au cœur de notre métier. On oublie complètement la désespérance de la victime. Un policier, c'est quelqu'un qui arrête des voleurs, mais c'est aussi quelqu'un qui prend des plaintes. C'est aussi celui qui prend la plainte de la personne qui a été agressée, qui a été violentée, qui a été violée. Vous savez, moi j'étais à la brigade criminelle, j'étais au sud, j'étais partout, mais j'ai dû voir peut-être 300 cadavres dans ma vie. 300, 400, j'en sais rien. Et les cadavres, c'est toujours dans des conditions absolument déplorables. C'est pas à l'hôpital où on meurt en s'endormant. C'est parce qu'on est lardé de coups de couteau, c'est parce qu'on a la tête arrachée, c'est parce que on a été violé, voilà. C'est ça ce qu'on voit. Le policier, c'est ça ce qu'il voit. Lorsqu'il interpelle celui qui a commis ça, eh ben oui, au fond de lui-même, il dit, c'est quand même, je suis bien content de l'avoir arrêté parce que ce qu'il a fait, c'est pas bien, quoi. C'est pas bien. Et alors là, Monsieur Seignelay, je me mets du côté du citoyen que je suis. Je ne dois pas vous cacher que quand on appelle la police, on a l'impression qu'elle vient rarement. On a l'impression qu'il y a eu un assèchement, qu'il y a un sous-effectif dans la police qui est absolument hallucinant du point de vue du citoyen. Mais c'est parce que la police, elle est comme le citoyen, elle est submergée par le fait. Il faut bien vous rendre compte que la délinquance est arrivée à un tel niveau qu'on finit par être totalement submergé. À un moment donné, j'ai entendu beaucoup de gens qui parlaient de la police de proximité, un espèce de rêve utopique invraisemblable, alors qu'on aurait dû parler de proximité policière. Vous voyez, inverser, dire comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une proximité policière. Quand je suis rentré, là aussi, la responsabilité du politique. Quand je suis rentré dans la police à Paris, il y avait 54 commissariats de quartier. 54. Il n'y en a plus un seul aujourd'hui. Vous n'avez plus que vous n'avez plus que 20 centraux de police et encore, je crois qu'il y en a ces derniers temps qui ont été regroupés. Vous voyez, donc on a orchestré aussi cette indisponibilité. Alors aujourd'hui, le policier ne peut pas être dans le prospectif, il n'est que dans le réactif et dans l'urgence. C'est-à-dire qu'il va cibler les interventions qui lui paraissent urgentes, au vu des effectifs dont il dispose, qui va lui paraître urgente, et puis il va intervenir sur cette urgence. Voilà pourquoi on en est là. Pareil, l'énorme responsabilité du politique qui a créé un divorce profond avec la population, l'événement des Gilets jaunes, l'événement de la retraite à 65 ans, où au lieu de vouloir régler un problème politiquement, on a préféré aller à l'affrontement. Là encore, les policiers ont été encore une fois manipulés. Je reprends tout le temps cet exemple de Roméo et Juliette dans l'œuvre de Shakespeare.
qui ont été, leur amour était tout tracé. Ils auraient dû avoir une vie tout à fait extraordinaire dans un amour total. Et en fin de compte, à cause de leur famille, les Montaigu et les Capulet, hein, ben, ils se sont retrouvés dans un véritable drame avec une issue fatale. Je pense que la police et la population, lors de l'événement des Gilets jaunes, a sombré également à cause de la manipulation des Montaigu et des Capulet. On a été les uns et les autres manipulés, on s'est retrouvés face à face, alors qu'on n'aurait jamais dû être face à face. Donc quelque part, là aussi, prenons du recul et disons, on n'y est pas pour grand-chose, quoi. Hein. Le politique n'a pas souhaité régler ça politiquement. Il a souhaité l'affrontement, et ben on le paye aujourd'hui. Mais dans cet affrontement, il y a eu des débordements. Enfin, je parle. Il y a eu des débordements toujours pareils, pour une raison de stratégie. Si vous faites faire du maintien de l'ordre à des fonctionnaires de BAC qui ne sont pas du tout habitués à faire du maintien de l'ordre comme les unités constituées que sont les gardes mobiles ou les CRS, vous allez forcément arriver à des dérives. Là, il faut mettre ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on met aujourd'hui en responsabilité, on va même mettre parfois en prison et mettre en examen le gardien de la paix de base qui n'a fait que répondre à des ordres qu'on lui a transmis. Jamais on met en cause la hiérarchie, la haute hiérarchie, dont j'ai fait partie pendant longtemps. Le problème de la hiérarchie policière aujourd'hui, c'est que ça n'est plus une hiérarchie de compétence, mais une hiérarchie d'obéissance. C'est-à-dire qu'ils obéissent à des ordres du gouvernement parce que leur seule ambition, c'est leur carrière. Donc, en jouant sur des plateaux de franchissement d'étape en étape, on a une projection sur sa carrière. Donc, on est d'abord obéissant et non plus compétent. Le meilleur exemple, c'est la disparition de la police judiciaire, qui a été actée qui est absolument catastrophique. L'ancien directeur central de la police judiciaire, normalement, aurait dû démissionner en disant puisque j'ai échoué, puisqu'on supprime ma direction, ça veut bien dire qu'il y a eu un problème. Eh bien non, il a été nommé préfet. Donc vous voyez que, alors que dans le même temps, tous les policiers de police judiciaire se retrouvent le bec dans l'eau, et on leur dit voilà, c'est comme ça. Ça aussi, c'est l'une des. Vous savez que la police judiciaire avait été créée par Clémenceau, les fameuses brigades mobiles. Clémenceau avait quand il parlait de la police judiciaire, il disait la police judiciaire, c'est la seule police qu'une démocratie puisse avouer. Mais il avait une autre ligne de conduite. Il disait le seul devoir d'un gouvernement, c'est de faire en sorte que les honnêtes gens soient en paix, que les autres ne le soient pas. Si je suis persuadé que dans les couloirs du ministère de l'Intérieur, il y a quelque part une photo de Clémenceau, si les ministres de l'Intérieur voulaient bien s'inspirer de la maxime gouvernementale de Clémenceau, je crois qu'on y gagnerait tous. Eh bien, Monsieur Signolet, merci beaucoup. Voilà, j'espère que ce que je vous ai dit vous a éclairé un petit peu. Vraiment, le message que je voudrais dire, c'est cessons de nous arrêter aux apparences. Prenons du recul, cherchons vraiment à savoir d'où vient la généalogie de la situation pour mieux entrevoir le lointain, pour mieux concevoir le lointain. C'est la meilleure façon de s'en sortir. Voilà, je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Alors, on a juste des petites questions, parce que vous savez, on a un média indépendant qui est financé par des contributeurs, donc juste 10 minutes supplémentaires pour ceux qui participent financièrement à cette aventure qu'est le média, pour tous. Ça vous a plu, là Ah, bah, c'était très bien. Est-ce que c'est intéressant, au moins? Très intéressant. Parce que le discours des flics, c'est tout le temps, on n'a pas de bagnole, non, il y en a marre de ça. Mais oui, mais est-ce que c'est pas aussi une question, ça? Non, c'est pas vrai, ils sont pas en... Non. Bon, ils sont sous-effectifs, quand même. Non, c'est pas une histoire de sous-effectif. Ah bon? Regardez les syndicats de police. Est-ce que les syndicats de police tiennent le discours que je tiens? À savoir, prenons de la hauteur, réfléchissons au code de procédure pénale, comment ça se fait que... Non. À chaque fois, on n'a pas de moyens, on n'est pas assez payé, on a les heures supplémentaires, etc. Il y en a marre de ça, C'est l'exemple des heures supplémentaires, dont on nous bassine en nous disant il y a des millions d'heures qui sont impayées, etc. Mais c'est uniquement à cause des bouleversements structurels que le politique a orchestrés. Auparavant, je vous ai dit que j'étais 20 ans inspecteur. Quand vous étiez inspecteur de police, vous ne comptiez pas les heures.
les heures supplémentaires n'existaient pas. C'était une notion qui n'existait pas. Vous étiez à la brigade criminelle, il y avait un meurtre à 18h, vous appeliez chez vous en disant « ce soir, je rentre pas ». Point à la ligne, c'est tout. Vous ne comptabilisiez pas les heures. Hein. Vous saviez pertinemment que, par définition, le métier d'investigation avait des contraintes horaires. C'est tout. Moi, quand j'étais au STUP et qu'on avait une garde à vue de 96 heures, bon, on dormait sur le bureau. On se mettait comme ça, on dormait, on reprenait, etc. Et on ne comptabilisait pas les heures. On supprime, en 1995, d'un trait de plume, 23 000 inspecteurs de police, qui était un niveau de recrutement, d'un bon niveau de recrutement, vous voyez, hein, c'était des gens qui avaient des licences, etc. Et donc qui avaient des capacités d'analyse, des capacités rédactionnelles, des capacités d'écriture, des capacités de raisonnement, etc. On l'a supprimé du jour au lendemain pour des questions budgétaires et pour faire plaisir à des syndicats. Et on a pris la grande masse des gardiens de la paix, à qui on a donné la qualification d'officier de police judiciaire, à qui on a donné la possibilité de faire des enquêtes à la place des gardiens de la paix, mais des inspecteurs de police, mais le niveau de recrutement n'est pas du tout le même. Donc, difficultés rédactionnelles, difficultés d'appréhension intellectuelle, difficultés d'analyse, d'esprit critique, etc., avec en plus la culture de la récupération horaire. C'est-à-dire que auparavant, les gardiens de la paix dépassaient très rarement les horaires. Vous voyez, quand vous étiez en brigade de roulement, des fois vous dépassiez 10 minutes, un quart d'heure, votre vacation, et toute heure commencée était due. Vous voyez, c'était comme ça chez les gardiens de la paix. Vous mettez le corps des gardiens de la paix en police judiciaire, vous allez, quand vous êtes en planque ou en filoche derrière quelqu'un, moi, il m'est arrivé une fois de partir de mon bureau et quelques heures plus tard, j'étais à Amsterdam parce que je filochais quelqu'un dans le train. Vous voyez, vous ne comptez pas vos heures. Mais si, en tant que gardien de la paix, vous comptez vos heures, dans l'espace d'une semaine de police judiciaire, vous êtes déjà à des centaines d'heures à récupérer. Donc, si vous voulez, ça n'a aucun sens. Dire aujourd'hui il y a des millions d'heures impayées, c'est simplement parce que il y a 20 ans, on a commis une erreur de management, une erreur de structuration monumentale. Et on continue. Alors, cette baisse de qualité, cette baisse qualitative de la procédure, ça s'est ressenti auprès de la magistrature. La magistrature aussi s'est rendu compte que les procédures n'étaient pas aussi élaborées qu'auparavant, que c'était pas aussi bien que ça. Donc encore là aussi, de mauvaises procédures donnent de mauvais procès, donnent la difficulté pour la justice de bien monter des dossiers. Vous voyez comme quoi tout est lié. Si on ne va pas chercher la généalogie des choses, on ne s'en sortira pas. Pas. Alors, tout ça pose une question centrale. Alors, j'ai bien compris ce que vous nous dites, qu'il faudrait changer de philosophie, s'interroger même au niveau politique, au niveau métapolitique. Oui. Mais concrètement, on fait quoi, là, dans le concret? Alors, concrètement, je vais reprendre l'exemple de Clémenceau lorsqu'il a créé les brigades mobiles. Clémenceau se retrouvait confronté à deux problèmes. Un terrorisme intérieur qui commençait à être très important et une délinquance itinérante qui était très importante. Vous savez, c'était les fameux chauffeurs, les gars qui se déplaçaient de province en province, qui brûlaient les pieds des gens pour leur faire avouer où était leur argent. Donc il s'est dit, il faut que je crée quelque chose. Il a donc créé des brigades mobiles, c'est-à-dire qu'il a donné des moyens automobiles à des policiers pour qu'ils puissent se déplacer et en leur donnant une compétence quasi nationale. Il a donc créé 17 services régionaux de police judiciaire. Et il a, parallèlement à ça, inventé la procédure pénale policière. La police française, avec les brigades mobiles, a été la première police au monde à utiliser des fichiers et à utiliser l'anthropométrie de Bertillon. Vous savez, les traces papillaires, les relevés d'identité, etc. C'était la seule et unique au monde. Depuis, le monde entier s'est inspiré de la façon de travailler des policiers français. On a donc travaillé sur des dossiers, on a travaillé sur l'anthropométrie de Bertillon, les fameuses traces papillaires, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les ministres de l'Intérieur successifs, au lieu d'avoir ce raisonnement de Clémenceau, c'est-à-dire j'ai un problème, je vais créer une institution qui permettra de résoudre ce problème, les gouvernements successifs depuis 40 ans font exactement l'inverse. C'est-à-dire que j'ai une institution, comment je fais pour moduler la mission, pour que cette mission puisse s'imbriquer dans
l'institution dont j'ai la disposition. Vous voyez la nuance? C'est extraordinairement important. Donc, moralité, vous avez l'institution policière à qui on va demander de faire du judiciaire, de faire du renseignement, de faire du maintien de l'ordre, de faire ceci, d'aller faire de lutter contre la toxicomanie. C'est impossible. Il y a une illisibilité totale et donc une incompétence organisée. Uniquement parce qu'ils ne savent pas régler ça de manière cohérente. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Il faudrait qu'au contraire, l'institution se module par rapport aux missions. La différence avec Clémenceau qui devait occuper le terrain, il faudrait qu'aujourd'hui, on occupe le temps. C'est-à-dire qu'on a bien vu, je vous ai expliqué que philosophiquement, politiquement, la situation était devenue catastrophique. Il fallait donc prendre les problèmes un par un et définir des missions particulières à l'une ou l'une de ces dérives. Délinquance, immigration, préservation du territoire, etc., etc. Et à ce moment-là, créer des modules institutionnels particuliers qui ne traitent que ça. En ce qui concerne, par exemple, le trafic de stupéfiants, on envoie des CRS, ils ramènent les gars, etc. Il n'y a que le judiciaire qui pourra mettre un terme au trafic de stupéfiants, que l'investigation. Et certainement pas les gesticulations que l'on voit. On envoie des CRS 3-4 jours, ils ramassent des gars, ça se déplace 10 mètres plus loin, etc. Il n'y a que le judiciaire. Pour ça, il faut remettre en place une hiérarchie de l'autorité. Je vous ai dit, mais de l'autorité du gardien de la paix au président de la cour d'assises. Il faut donc revoir le code de procédure pénale. Il faut absolument arrêter cette dérive du contradictoire qui nous emmène droit dans le mur. Il faut revenir à une procédure inquisitoriale. Il faut redéfinir l'échelle des peines, redéfinir la sanction, qu'elle soit quasi obligatoire, et en parallèle de ça, remettre en place une hiérarchie d'autorité. Aujourd'hui, c'est une parodie d'autorité. Pour preuve, vous m'en parliez tout à l'heure, souvenons-nous des gardiens de la paix des années 70. Un képi, costume cravate, la cravate jusque-là, ils déambulaient dans les rues, ils inspiraient immédiatement l'autorité. Aujourd'hui, vous voyez des policiers bardés comme des Robocop, avec des jambières, des épaulières, des casques, etc. Et en plus, ils n'inspirent plus du tout l'autorité. Ça n'est qu'une parodie d'autorité. Donc, il faut remettre en place, il faut que, instinctivement, quelqu'un se dit, quand je croise un policier, il symbolise l'autorité, quoi. Je fais attention. Donc, vous voyez que le travail, le chemin est immense, mais il faut complètement inverser la façon d'organiser tout ça. Il y a à la fois le conceptuel et l'organisationnel. Si on ne mélange pas les deux, d'abord revoir tout le conceptuel, redéfinir la conception de ce qu'est l'autorité judiciaire et le panel des peines et l'obligatoire exécution des peines, et derrière redécliner, réorchestrer tout ce qui est institution policière, gendarmerie, etc. Là, ça part dans tous les sens. Il n'y a plus aucune visibilité et donc plus aucune efficacité. Et si on continue sur notre trajectoire actuelle, où est-ce qu'on va? On tombe dans le gouffre. On va aller vers quelque chose de très simple, hein, un communautarisme forcené. Il y aura des lieux où il fera bon vivre et des lieux où il fera pas bon vivre. C'est tout. Et qu'est-ce qui fera la différence? Ça sera l'argent. Voilà, c'est tout. Vous le voyez déjà. Tout à l'heure, je suis arrivé pour venir chez vous. Là, j'ai pris le train et le métro. Je suis descendu au métro Barbès pour arriver jusqu'à chez vous. Je vais pas dire l'adresse, hein, mais bon, à Barbès, j'ai été accosté par plein de gens qui voulaient me vendre des cigarettes, etc. C'est absolument, ça grouillait. C'est une faune. C'était une faune incroyable. Et puis, vous marchez un tout petit peu, vous voyez, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, et vous arrivez dans cette avenue bordée d'armes, etc., où on sent que c'est beaucoup plus apaisé. Vous voyez, je crois que c'est Jean Zay, l'un des plus grands ministres de l'éducation nationale que l'on ait eu, qui a été fusillé à la fin de la guerre par la milice d'ailleurs, et même pas par les Allemands. Il disait, il faut se méfier de ne pas substituer à l'élitisme de la naissance l'élitisme du savoir. Eh bien aujourd'hui, on a cumulé les deux. Regardez au gouvernement, on a une élite de par la naissance et de par le savoir. Et ils ont tout pris, un peu comme des Saint-Simoniens. Ils ont dit, il faut que le pays, l'État soit gouverné par des sachants, c'est-à-dire par une espèce d'élite.
Eh ben moi, je suis un peu proudhonien. Moi, je crois aux gens ordinaires. Ouais. Moi, je crois au bon sens des gens ordinaires. Et j'aimerais bien que ça soit les gens ordinaires qui nous dirigent, plutôt que ce cumul élitiste. Voyez, parce que ça nous donne des catastrophes, parce qu'ils ne connaissent pas la vie des gens ordinaires. Ils en ont même pas conscience. Donc, si on continue comme ça, on va briser au nom d'une espèce de liberté philosophique, comportementale, etc. Vous savez, on a 3 piliers, hein, liberté, égalité, fraternité. Au nom de ce développement effréné, non réfréné, justement, de la liberté, on est en train de tuer les 2 autres, l'égalité et la fraternité. Les 2 autres vont disparaître. Voilà où on va aller. Si on ne reprend pas le socle des gens ordinaires, si on ne reprend pas cette idée de concevoir que le lieu fait lien, que ce lieu, c'est un territoire et que ce lien, c'est un peuple, que ce peuple a besoin de convenances convenues entre tous pour pouvoir justement vivre ensemble, ce fameux vivre ensemble qui aujourd'hui nous force à accepter des étrangetés et des bizarreries, alors que le vivre ensemble, c'est accepter au contraire des convenances. Vous voyez ? Donc vous voyez qu'en partant d'un débat sur la police, on en arrive à un débat philosophique beaucoup plus profond. C'est pour ça que j'ai voulu créer ce collectif « La France aime sa police ». Parce que si on fait un anagramme, eh ben la police, elle aime la France. Vous voyez ? Et je crois que c'est ça que j'ai voulu montrer. J'ai voulu dire, j'espère que les gens viendront vers nous, parce que ce qu'il y a d'important, c'est, méfiez-vous, la police n'est qu'une apparence. En réalité, derrière, il y a des choses beaucoup plus profondes qui se cachent, et moi, je vais vous les révéler. Voilà ce que je voulais vous dire. Maurice Signolet, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Mais je l'espère.